Nouvelle semaine, nouveau point lecture et aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener en voyage avec moi, direction le Royaume-Uni. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, oui, sera donc une fois de plus un point lecture. Un point lecture donc plutôt thématique car sans le vouloir, eh bien dernièrement il s'avère que j'ai lu plusieurs romans qui tous prenaient place en Angleterre et de façon plus globale au Royaume-Uni. Donc je vous propose aujourd'hui que l'on parle de ces trois lectures qui m'ont personnellement pas mal fait voyager et qui en plus de ça, dans l'ensemble, ont tous été de plutôt bonnes voire très bonnes lectures. Je suis désolée d'avance pour ma voix parfois un peu nasillarde, dirons-nous, mais je n'arrive pas à me sortir de cette espèce de grippe que toute la famille a chopée pendant les vacances et il s'avère que ma voix continue à en pâtir. Au programme du jour, nous allons donc nous balader entre Southampton, Londres, Bristol, ainsi qu'un petit coin paumé du Pays de Galles. Bref, j'espère que vous aimez le Royaume-Uni. Personnellement, j'aime beaucoup ça. Et si c'est le cas, je vous propose que l'on se mette en route tout de suite. Alors les trois lectures dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous les présenter tout simplement dans l'ordre dans lequel je les ai lues. Et le tout premier, il s'agit d'un roman que normalement je vous ai présenté, ou plutôt dont je vous ai parlé dans mon dernier book haul, car à ce moment-là je ne l'avais pas encore en ma possession, mais je vous avais déjà dit que à coup sûr j'allais me le procurer et le lire dans la foulée. C'est donc chose faite, puisque j'ai lu Quand le chat n'est pas là d'M.J. Arledge aux éditions 10-18. Ce roman n'est ni plus ni moins que le tome 10 ou 11, je ne sais plus, de la saga autour du personnage d'Ellen Grace, qui est donc commissaire, je crois, de police à Southampton. Bref, c'est elle qui chapeaute grosso modo toute l'équipe de flics de Southampton. Et dans ce tome-ci, elle va donc devoir enquêter sur une série de meurtres particulièrement violents durant lesquels les victimes ont été tuées à coups de hache chez elles la nuit lorsqu'elles étaient seules au domicile. Et bien sûr, en parallèle de ça, on va également avoir des petits moments de la vie un peu plus personnelle d'Ellen Grace ainsi que de son équipe et entre autres de Charlie, sa plus proche collaboratrice. Alors, sans surprise, comme chaque année, c'est vraiment un pur plaisir pour moi de déguster le nouveau M.J. Arledge sorti en poche. Et Quand le chat n'est pas là, n'a pas fait exception à la règle. Ce fut donc un très bon moment de lecture et également un très bon divertissement, même si, comme à chaque fois j'ai envie de vous dire, ce ne fut pas non plus un coup de cœur. M.J. Arledge a vraiment ce don d'écrire et de calibrer ses romans comme de véritables films à suspense qui fait qu'on dévore littéralement les pages avec une aisance et une fluidité vraiment très agréable. Le suspense est bien géré avec les habituelles fausses pistes. L'action, quant à elle, est toujours très présente et nous rappelle que l'on est dans un roman policier et que Ellen Grace ainsi que tout le reste de la brigade n'ont vraiment pas froid aux yeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr, l'un des intérêts premiers de ce roman est justement de retrouver Hélène, Charlie et tout le reste de la brigade auquel on s'est forcément attaché au fur et à mesure des différents tomes. Côté personnage, j'ai toujours une aversion profonde pour le personnage d'Emilia Garanita, qui est donc une journaliste qui est présente, me semble-t-il, depuis le tout premier tome, et qui incarne vraiment à la perfection tous les défauts et le manque d'humanité des médias. Mais, cependant, j'ai tout de même été agréablement surprise, je dirais, par une sorte de petite évolution qui semble s'amorcer pour elle. J'espère vraiment que cela se poursuivra donc dans les prochains tomes parce que je reconnais que pour moi ce personnage avait tendance à s'enfermer dans un schéma un peu caricatural qui à la longue peut lasser. D'ailleurs, en parlant de personnages qui devraient évoluer un petit peu, je trouve que depuis quelques tomes déjà, et il me semble que je vous en avais déjà parlé, M.J. Arledge a tendance à trop faire du personnage d'Ellen Grace une sorte de Wonder Woman invincible. Pourtant, j'avais vraiment beaucoup aimé justement l'évolution de la commandante dans les premiers tomes de la saga. Mais là, il serait vraiment temps que l'auteur lui redonne peut-être
un peu plus d'humanité et surtout fasse en sorte d'arrêter que le monde entier lui tombe systématiquement sur le coin du nez. Attention par contre, je tiens à noter, si vous souhaitez lire ce livre, sachez que le chapitre 2 spoil totalement le tome précédent. Sans surprise donc, puisqu'il s'agit du tome 11 d'une saga, l'auteur ne se prive pas de revenir sur l'histoire et les crimes du tome précédent, et même d'ailleurs sur des crimes encore antérieurs à la saga. Même si l'histoire en soi de Quand le chat n'est pas là est tout à fait lisible sans avoir connaissance du reste, j'ai envie de vous dire, comme à chaque fois avec les différents tomes de la saga Ellen Grace, je vous recommande vraiment autant que possible de lire les tomes dans l'ordre. L'intrigue secondaire par rapport à Hélène, qui d'ailleurs provient justement du précédent tome, est, je trouve, assez vite réglée et assez peu présente finalement dans cette histoire par rapport au reste. Mais au moins, j'ai envie de vous dire, la boucle est bouclée. Pour ce qui est de la fin et des explications quant aux différents crimes, c'est vrai qu'elle peut paraître peut-être un peu bateau, ou en tout cas moins spectaculaire que dans certains tomes précédents. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que finalement, bien souvent dans la vraie vie, les crimes trouvent souvent naissance dans des parcours de vie contrariés et les justifications entre guillemets peuvent très souvent nous sembler au final futiles et tout à fait banales. Et puis, à titre personnel, je crois que j'ai plutôt bien aimé finalement la réflexion que cela apporte à la toute fin du roman. Bien sûr, Quand le chat n'est pas là manque de profondeur, de réalisme et même de crédibilité par moment, mais quand je me lance dans un roman de M.J. Erlich, je sais parfaitement au préalable que ce n'est pas pour ça que je le lis, que ce n'est pas ça que je vais chercher justement dans ces histoires. Si je lis cet auteur, c'est pour m'offrir un bon divertissement porté par une enquête dans le décor de Southampton, et je dois dire que à ce niveau-là, eh bien, je n'ai encore jamais été déçue. Malgré donc certains défauts assez évidents, je dois reconnaître que je me suis une fois de plus complètement régalée en compagnie d'Hélène et de ses acolytes, et que je suis particulièrement curieuse et impatiente de voir ce que l'avenir leur réserve. Suite donc au prochain épisode, et pour cela, comme à chaque fois, il va me falloir patienter encore toute une année. C'est long, c'est vraiment très long. Malgré tout, j'espère tout de même qu'à un moment ou à un autre, M.J. Erlich va peut-être trouver quelque chose pour arriver à relancer son personnage principal, parce que, comme je le disais, c'est donc le tome 11 de la saga, et si je ne m'abuse, je crois que l'auteur a annoncé qu'il avait prévu 20 tomes pour cette saga. Donc MJ, je veux bien, je m'éclate à lire tes bouquins, mais à un moment, faudrait pas non plus que ça devienne trop lassant et qu'Hélène devienne vraiment pour le coup une espèce de Wonder Woman en cape au cœur de Southampton. Après donc cette plongée plutôt réussie en Angleterre, j'avais très envie de rester un peu dans cette ambiance, et c'est pourquoi j'ai enfin décidé de sortir un livre qui attend depuis beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire. Si je ne l'ai pas lu avant, je pense que c'est parce que j'en avais entendu des retours plutôt mitigés, on va dire, notamment de la part de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, et que par conséquent j'y allais un petit peu à reculons, mais je me suis enfin lancée dans la lecture de Ragdoll de Daniel Cole aux éditions Pocket. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà un petit peu l'histoire de Ragdoll, donc je vais vous faire un résumé très succinct. Dans ce roman, donc, on se situe au cœur de Londres. On va un jour découvrir un cadavre dans un appartement, me semble-t-il. Un cadavre qui est fait en réalité de 6 corps qui ont été assemblés. 6 corps sur lesquels on a donc sélectionné à chaque fois une partie, une jambe, un torse, un bras ou encore une tête, pour créer cette espèce de poupée finalement faite de 6 victimes. Et pour faire la lumière sur ce mystère et retrouver surtout le criminel derrière tout ça, on va donc suivre Emily Baxter, qui va refaire équipe avec son ancien chef qui est surnommé Wolf, et qui pendant plusieurs années a été interné en hôpital psychiatrique suite à
Un coup de folie, dirons-nous, dans un tribunal judiciaire. Il vient tout juste d'être réintégré à la police de Londres. Et pour compliquer l'histoire, l'auteur de ces crimes a fait parvenir à une journaliste la liste de ces 6 prochaines victimes dans l'ordre chronologique dans lequel elles vont être tuées. Et le dernier sur cette liste n'est ni plus ni moins que justement Wolf, ce capitaine de police. Alors comme je vous le disais, c'est vrai que je n'avais pas entendu que de bons retours à propos de ce roman. Mais écoutez, à ma grande surprise, personnellement j'ai beaucoup aimé. Tout d'abord, il faut dire que le postulat de départ avec ce corps fait finalement de 6 corps différents a de quoi intriguer. Mais soyons clairs, cela n'aurait pas suffi seulement à aiguiser ma curiosité tout au long du roman. Non, en plus de ça, j'ai trouvé personnellement que l'écriture de Daniel Cole était très agréable, à la fois entraînante, avec pour autant une certaine dose de profondeur et pas mal de développement. Les scènes s'enchaînent parfaitement bien, les enquêteurs quant à eux n'hésitent pas parfois à se lancer dans un véritable travail de fourmi qui leur prend un temps fou pour potentiellement arriver à quelque chose et en ça j'ai beaucoup aimé parce que tout simplement ça se rapproche de la réalité, là où dans d'autres thrillers parfois on a l'impression que les indices tombent un petit peu tout cuits du ciel, on ne sait pas trop comment. Malgré donc quelques situations entre guillemets un peu faciles, j'ai trouvé que globalement ce récit sonnait très vrai. Alors oui, bien sûr, il est question d'un tueur en série particulièrement ingénieux et sadique, et donc partant de ce constat, forcément, on ne peut pas être dans une situation, je dirais, classique et 100% crédible, mais malgré tout, le traitement de l'enquête en lui-même m'a semblé plutôt réaliste. J'ai aussi aimé la critique ouverte envers la presse et envers cette chasse perpétuelle au scoop à tout prix, ainsi que finalement la critique aussi envers le public qui alimente cette frénésie de course effrénée par son goût tout simplement du sensationnel. Et puis surtout, ce qui a fini de m'embarquer dans l'histoire, c'est vraiment l'écriture des personnages, de leurs liens et de leur psychologie. De manière globale, ils sont tous loin d'être lisses et j'ai vraiment aimé toute cette équipe de flics, de Finlay en passant par le chef Simons, par bien sûr Wolf comme je le disais, sans oublier bien sûr le petit stagiaire Edmund ainsi qu'Emily Baxter. La ville de Londres est présente juste ce qu'il faut pour planter un décor urbain et pluvieux, crédible, qui rajoute vraiment, je dirais, à cette ambiance globale. Je visualisais plutôt bien les différents lieux, ce qui a rajouté à mon plaisir de lecture. C'est certain, je l'ai déjà dit plein de fois, j'adore la ville de Londres. Donc forcément, généralement, j'ai plutôt tendance à beaucoup aimer les romans qui s'y déroulent. Pour ce qui est de l'explication et de la toute fin, je peux comprendre qu'elle peut avoir certains aspects peut-être un peu décevants. Et en même temps, je trouve qu'elle permet de laisser une certaine porte ouverte pour la suite et qu'elle n'est pas tombée dans le convenu et le conventionnel, ce que personnellement j'ai plutôt bien apprécié. Certains passages et liens, on va dire, logiques entre divers éléments manquaient peut-être parfois d'un peu de clarté et comme je le disais, on n'a pas non plus toutes les réponses à la fin, mais étant donné qu'il y a une suite, je me dis que j'aurai peut-être tout simplement le reste des réponses dans le tome 2. En tout cas, donc pour ma part, même si ce ne fut pas un coup de cœur, ce fut tout de même une très bonne lecture qui m'a permis de découvrir une plume que franchement j'ai beaucoup appréciée et une histoire sombre à la fois psychologique et cruelle. J'ai donc plutôt hâte de me procurer le tome suivant qui s'intitule L'Appât et je pense même d'ailleurs lire carrément toute la trilogie parce que oui, j'ai donc découvert que Ragdoll était le premier tome d'une trilogie. Si vous aimez donc les policiers qui font chauffer les méninges, les personnages rugueux et parfois sombres, ainsi que l'ambiance londonienne, alors je pense vraiment que Ragdoll a toutes les chances pour vous plaire. En tout cas, avec moi, vous l'aurez compris, ça l'a plutôt bien fait.
Et parti donc sur cette très bonne lancée de lecture qui se déroulait en Angleterre, en toute logique, j'ai eu envie de tenter un troisième livre qui se situerait aussi un petit peu dans cette ambiance et dans ce pays. C'est pourquoi j'ai jeté mon dévolu sur Te laisser partir de Clare Mackintosh aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman s'ouvre tout simplement sur une scène absolument effroyable dans laquelle on va suivre une jeune mère qui rentre chez elle avec son fils de 5 ans. Il pleut et malheureusement, alors que le gamin traverse la route pour rentrer chez lui, il va se faire renverser par une voiture qui, en plus de ça, va prendre la fuite. La police va donc enquêter pour tenter de retrouver l'identité de ce chauffard, mais malheureusement, malgré tout ce qu'ils mettent en place, ils n'arrivent pas à élucider ce crime. Et assez rapidement, on va aussi suivre donc le personnage de Jenna qui prend la fuite, qui part en laissant tout derrière elle pour tenter de se reconstruire tant bien que mal sur un petit bout de côte au Pays de Galles. Et je ne vous en dirai pas plus. Je crois que pour décrire ce roman, le mot qui conviendrait le mieux, ou en tout cas qui me vient tout de suite à l'esprit, ce serait surprenant. Parce que c'est un livre qui est donc estampillé plutôt polar / thriller, et j'avoue que j'ai été pas mal décontenancée au début de ma lecture. Parce qu'en effet, après donc cette scène d'entrée choc dans laquelle un petit garçon vient à trouver la mort, on bascule finalement tout de suite dans une sorte de fuite en avant d'une femme qui tente tant bien que mal de sortir la tête de l'eau, et ce pendant, je dirais, allez, la moitié du roman. Et je dois vous dire que cette première moitié m'a beaucoup fait penser au roman Les gens relisent et boivent du café, écrit par Agnès Martin-Lugan, que j'ai lu il y a de nombreuses années maintenant, avec donc ce côté roman contemporain très prononcé, ainsi qu'une petite romance en fond. Et je ne comprenais pas, parce que ce n'était absolument pas ce qu'on m'avait vendu avec ce bouquin, ni ce que personnellement j'en attendais. Et puis, à peu près à la moitié du roman, au détour comme ça, mine de rien, d'une fin de chapitre, on a un revirement total de situation avec une révélation que je n'avais absolument pas vu venir et qui rebat totalement les cartes. Cette construction narrative avec vraiment un virage à 180 degrés, à peu près la moitié du roman, m'a d'ailleurs pour le coup plutôt rappelé certains romans d'Amélie Antoine, dans lesquels il n'est donc pas rare de retrouver un peu cette logique et cette construction narrative. Et si je reconnais que la première moitié du roman était sympa mais sans plus, j'avoue que dès qu'il y a eu ce revirement, j'ai direct retrouvé une frénésie de lecture et un regain d'intérêt. D'autant que cette seconde moitié aborde une thématique très importante, en tout cas que j'estime très importante, que personnellement j'aime lire, en tout cas lorsqu'elle est bien traitée, et ici c'était complètement le cas. Bien sûr, vous en doutez, je ne peux malheureusement absolument pas vous dire ce qu'il en est par rapport à cette thématique et la citer clairement, parce que cela spoilerait totalement l'histoire. Mais c'était tristement réaliste, et pour moi, Clare Mackintosh a été particulièrement juste dans le traitement de ce sujet. Je pense que son passé de flic avant d'être auteur n'y est probablement pas pour rien. Et puis on apprend aussi dans les notes de l'auteur à la fin du roman qu'elle a elle-même perdu un fils, alors dans des conditions tout à fait différentes, mais j'imagine que cela a permis de rajouter encore plus au réalisme de cette histoire. Il m'est donc assez difficile finalement de vous parler de ce roman, parce que c'est vraiment un livre pour moi à découvrir en sachant vraiment le minimum et en se laissant porter pour avoir le plaisir de découvrir le véritable propos que l'auteur a voulu aborder. Je dirais donc que j'ai eu un vrai coup de cœur pour la seconde moitié du roman, même si la fin m'a un peu déçue, dirons-nous, parce que j'ai trouvé certains aspects un peu trop faciles, et certains éléments étaient, je pense, trop peu crédibles pour faciliter l'histoire.
J'ai trouvé ça dommage parce que jusque-là, j'étais vraiment plongée dans quelque chose de très réalisme, de tout à fait tangible, et malheureusement, cette fin pour moi n'était pas sur le même ton. Par contre, je tiens aussi à vous le dire, ne lisez pas ce livre si vous avez envie de lire un roman qui va aborder la thématique du deuil parental, parce que finalement, ce pan de l'histoire est assez peu présent. Cependant, c'est un roman que je ne pourrais personnellement que recommander pour notamment cette seconde moitié que j'ai trouvée formidable dans son genre, ainsi que ce retournement de situation qui m'a littéralement laissé sur les fesses. Pas un coup de cœur donc pour ma part, parce que tout d'abord la première moitié m'a passablement ennuyée et parce que cette fin pour moi était perfectible. Mais vous l'aurez compris, ça n'en reste pas moins une très bonne lecture que je vous recommande chaudement et qu'à titre personnel, je ne suis pas prête d'oublier. Comme vous l'avez vu, donc, l'Angleterre et plus globalement le Royaume-Uni m'a plutôt porté chance, on va dire, côté lecture ces derniers temps. J'espère donc que ma petite escapade en terre anglaise avec moi vous aura plu et vous aura donné peut-être des envies de lecture. Et si vous aussi vous avez lu certains de ces titres, venez me dire en commentaire s'il vous plaît ce que vous en avez pensé. Je sais par exemple que Ragdoll n'a vraiment pas fait l'unanimité. Écoutez, je suis très contente de, pour une fois, me trouver du côté des gens qui ont apprécié. Parce qu'on va pas se mentir, généralement j'ai plutôt tendance à être de l'autre côté de la barrière. Je m'excuse vraiment si ma voix n'était pas très agréable à entendre, mais j'ai passé tout cet enregistrement à me racler la gorge et à avoir les oreilles bouchées, ce qui, pour moi, la première était, croyez-moi, vraiment désagréable. Donc je croise vraiment les doigts pour qu'au dérochage, cela ne s'entende pas trop. A priori, je pense que vous et moi, on devrait se retrouver prochainement sur la chaîne pour un top 10. Un top 10 que j'avais vraiment à cœur de vous proposer parce que tout simplement c'est une thématique que j'aime beaucoup, parce que je vais pouvoir vous y parler de pas mal de romans qui sont assez chers à mon cœur. Et aussi parce que c'est un top 10, alors je n'ai pas fouillé tout Booktube, on est bien d'accord, mais sur une thématique que personnellement je crois je n'ai encore jamais vue, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et que vous serez donc au rendez-vous. Jusque là, comme d'habitude, vous le savez, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces si vous avez aimé la vidéo. Je pense que ça peut aider un petit peu la chaîne à essayer de se positionner peut-être un chouïa mieux dans l'algorithme de YouTube. Et bien sûr, surtout, jusqu'à la prochaine, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!